Bon, parlons franchement. Quand on pense aux Gaulois, qu'est-ce qui nous vient direct en tête? Allez, je te vois sourire déjà. Un petit village paumé au fin fond de la Gaule, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Des moustachus têtus, un gros balèze qui tombe dans une marmite de potions magiques, et, évidemment, des festins de sangliers qui finissent en rigolade. Voilà. Astérix, Obélix, et hop, on croit avoir cerné tout un peuple. Sauf que, attends 2 secondes. Et si, tout ça, c'était du cinéma? Enfin, de la BD, du dessin animé, du mythe quoi. Et si tout ce que tu croyais savoir sur les Gaulois, était faux? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne une grande motivation pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et profitez de la vidéo. Ouais. Faux. Et là tu vas me dire, oh mais attends, c'est pas grave, c'est juste une bande dessinée. On s'en fout un peu que ce soit vrai ou pas, non? Eh ben non. Parce qu'en fait, l'image qu'on a de nos ancêtres, elle influence notre manière de voir l'histoire, et même notre identité. Et crois-moi, les Gaulois méritent mieux qu'un gros cliché moustachu avec un casque à ailettes. Tiens, parlons-en de ce fameux casque ailé. Dis-moi la vérité, tu imagines pas direct Obélix en train de courir, son casque qui tient miraculeusement en place pendant qu'il porte un menhir? Alors qu'en vrai, aucun Gaulois ne portait ça. Mais genre zéro. Nada. Les archéologues l'ont cherché partout, ils ont rien trouvé. Résultat? On a des générations entières qui s'imaginent les Gaulois comme des Vikings Disney, avec des plumes qui flottent au vent. Et le sanglier? Ah, le sanglier. Je t'avoue, petit, j'étais convaincu que les Gaulois passaient leur vie à en chasser. Comme si chaque repas était un banquet géant avec 12 sangliers rôtis au feu de bois. Tu parles. Dans la réalité, ils mangeaient comme tout le monde à l'époque, du pain, des légumes, des céréales, un peu de viande quand c'était possible. Bref, pas vraiment la carte d'un banquet d'Astérix. Mais, et c'est ça qui est incroyable, malgré toutes ces erreurs, malgré toutes ces caricatures, Astérix et Obélix ont façonné notre mémoire collective. Pense à ça, c'est une des BD les plus traduites au monde. Les Américains, les Japonais, les Allemands, tout le monde connaît Astérix. Et du coup, tout le monde croit connaître les Gaulois. Alors qu'en réalité, derrière la potion magique, derrière les baffes aux Romains, se cache une histoire bien plus riche, bien plus surprenante, et, soyons honnêtes, bien plus sérieuse. Mais attention, je vais pas te faire un cours poussiéreux façon prof d'histoire ennuyeux. Non. On va plonger ensemble, tranquillement, dans le vrai monde des Gaulois. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus passionnant que ce que t'imaginais. Parce qu'ils avaient une vie complexe, une culture riche, des savoirs techniques qui feraient pâlir d'envie pas mal de civilisations voisines. Et crois-moi, quand tu vas découvrir ça, tu vas regarder Astérix avec un autre œil. Alors prépare-toi. Parce qu'à partir de maintenant, on range les casques à ailes, les festins de sangliers et la potion magique, et on va parler de la vraie Gaule. La Gaule des tribus, des artisans, des druides, et des vrais combats face à Rome. Et, honnêtement, tu vas voir, ça va te retourner un peu le cerveau. Les clichés véhiculés par Astérix, et joyeusement exagérés. Ah, Astérix. La bande dessinée qui a façonné, pour des générations entières, une vision très personnelle de la Gaule antique. Grâce à elle, tout le monde sait comment vivaient nos ancêtres les Gaulois. Enfin, disons plutôt qu'on a gobé sans broncher une série de clichés, servis avec plus de potions magiques que de rigueur historique. En voici un petit florilège. 1. Les Gaulois ne mangeaient qu'un seul plat, le sanglier rôti. Dans Astérix, pas de menu varié, pas de potage, pas de légumes, pensez-vous, trop moderne. Non, chez les Gaulois, on croque du sanglier matin, midi et soir. Cru, cuit, braisé, flambé, en brochette, en gigot, en carpaccio, sauf pour Obélix, qui préfère la pièce entière. À croire que les forêts de l'époque étaient peuplées uniquement de sangliers suicidaires qui se jetaient directement dans les marmites. On se demande encore comment ils ont pu survivre sans tartiflette ni kebab. 2. Tous les Gaulois vivaient dans un seul et unique village. Le reste du territoire? Apparemment désert. Pas une cabane, pas un voisin, rien. La Gaule se résumait à un village entouré de palissades en bois, perché en forêt, où vivaient à peu près 30 personnes, qui passaient leur temps à boire, se battre et manger du cochon sauvage. C'est tout. L'INSEE de l'époque aurait eu la vie facile, recensement terminé en 10 minutes. 3. La potion magique, la clé de toute civilisation. Chez nous, on invente l'électricité, Internet ou la pénicilline. Les Gaulois, eux, avaient mieux, une boisson louche à base d'herbes, préparée dans une marmite géante par un vieux druide qui ressemblait à un grand-père en peignoir. Et grâce à ça, ils tapaient sur des légionnaires romains comme on tape sur des quilles de bowling. Imagine un pays entier qui dépend de la soupe d'un seul papy barbu. Pas d'usine, pas d'armée,
juste Panoramix et sa casserole. Niveau stratégie militaire, on repassera. 4. Tout le monde portait des casques à ailes. D'après Astérix, le Gaulois typique sortait de chez lui coiffé comme un figurant d'opéra wagnérien. Casque en métal avec 2 ailes ridicules qui auraient fait décoller un pigeon. Pratique pour l'aérodynamisme, et parfait pour se faire repérer en forêt. En vrai, les archéologues n'ont jamais trouvé un seul casque et les Gaulois. Mais bon, ça fait plus mythique que le bonnet en laine tricoté par mamie. 5. Les Gaulois passaient leur temps à casser la figure aux Romains. Un détail, la Gaule a effectivement été conquise par Rome. Mais chut. Dans Astérix, non seulement il résiste encore et toujours, mais en plus, il s'amuse à tabasser des cohortes entières à main nue, sans jamais perdre. Imagine une armée de César qui se déplace juste pour servir de punching ball à un village de 30 personnes. Ça ressemble plus à une tournée annuelle de cirque qu'à une conquête militaire. 6. César n'avait qu'une obsession, un petit village breton perdu. L'Empire romain s'étendait de l'Angleterre à l'Égypte, mais apparemment, Jules César avait des insomnies à cause de 30 clampins en bray au fin fond de la Gaule. Son empire comptait des millions de sujets, mais non, il fallait envoyer 50 légions et construire 3 camps retranchés autour d'un seul village paumé. Sérieusement, Jules, t'avais pas mieux à faire? Comme écrire ton de Bello Gallico ou vérifier tes impôts fonciers? 7. Tous les Gaulois étaient des bagarreurs invétérés. Pas de débat philosophique, pas de poésie, pas de théâtre. Non. Chez les Gaulois, tout se réglait par une bagarre générale. On se disputait? Bagarre. On discutait politique? Bagarre. On avait fini le banquet? Rebagarre. Le premier sport national, avant le foot, c'était donc la mêlée générale avec chope de cervoise en prime. Et comme par hasard, personne ne mourait jamais. Juste quelques bosses et des étoiles qui tournent autour de la tête. 8. Les druides étaient des savants fous. Dans Astérix, le druide, c'est un mélange entre un pharmacien, un alchimiste, un herboriste et un dealer de quartier. Panoramix connaît les secrets de l'univers, mais passe sa vie à touiller des marmites. Il ne soigne pas les malades, il n'écrit pas de livres, il ne fonde pas d'école. Il se contente de rendre ses voisins invincibles 5 minutes pour aller taper sur des Romains. La recherche scientifique? Pas rentable, apparemment. 9. Les banquets étaient la seule activité sociale. Pas de théâtre, pas de bibliothèque, pas de marché. Non, l'événement culturel majeur, c'était de manger autour d'une grande table, pendant que le barde du coin était ligoté à un arbre pour éviter qu'il chante. Imagine un festival où tu attaches systématiquement le musicien local pour pouvoir digérer tranquille. Niveau ambiance, c'est radical. 10. Les femmes gauloises se contentaient de râler. Dans la BD, les femmes, à part bonne mine, Madame à bras raccourcix, passent leur temps à rouspéter contre leur mari, à faire le ménage ou à se vexer. Pas de grandes guerrières, pas de chefs, pas de philosophes. Juste des ménagères en robe qui grondent pendant que les hommes tapent sur des Romains. Féminisme gaulois, 0 étoile sur TripAdvisor. 11. Les peuples voisins étaient des caricatures ambulantes. Les Bretons boivent de l'eau chaude, à cater avant l'heure, les Espagnols passent leur temps à faire la sieste, les Goths sont tous des Allemands hurlants, les Corses dorment à longueur de journée, les Égyptiens construisent des pyramides en Lego. Bref, tout l'atlas historique réduit à un guide de clichés touristiques. Astérix, c'est un peu routard plus Michel Sardou en BD. 12. L'histoire gauloise se résume à résister aux Romains. Pas d'agriculture, pas de commerce, pas de religion complexe. Non. Le seul objectif des Gaulois, c'est de dire non à César. Résister, se battre, recommencer. Comme si tout un peuple vivait depuis des siècles uniquement pour botter les fesses de l'envahisseur. Imagine une société entière organisée autour d'un seul projet collectif, tabassons Jules. Pas super durable comme économie? Astérix nous a offert une vision délicieusement absurde et totalement caricaturale de nos ancêtres. Grâce à lui, on croit que la Gaule, c'était un village paumé, un chaudron de potions magiques, un stock infini de sangliers, et des Romains qui se prenaient des claques à la chaîne. Bref, une histoire revue par Goscinny et Uderzo, où la rigueur archéologique est à peu près aussi solide qu'un casque ailé. Mais soyons honnêtes, si les Gaulois avaient vraiment vécu comme ça, la France d'aujourd'hui s'appellerait Sanglier lent et Jules César serait encore en train de tourner autour du village en marmonnant « Mais pourquoi je ne gagne jamais ?» Bon, maintenant qu'on a rangé les sangliers, les casques ailés et la potion magique au placard, on peut enfin parler sérieusement des Gaulois. Et tu vas voir, plus j'ai creusé, plus je me suis dit, mais en fait, ces types étaient bien plus modernes que ce qu'on nous raconte. Parce que oui, les Gaulois, ce n'était pas juste une bande de moustachus têtus planqués dans une clairière. C'était un peuple enfin, plutôt des peuples avec une organisation sociale, une économie, des savoir-faire, bref, une vraie civilisation. Et crois-moi, ça change tout. Château européen, une société organisée, chefs, druides et artisans. Déjà, faut qu'on arrête avec l'image du chaos permanent. Dans Astérix,
Tu vois toujours le village comme une joyeuse anarchie, chacun fait un peu ce qu'il veut, Panoramix prépare la potion, Abraracoursix se fait balader dans son bouclier, et tout le monde finit par se taper dessus après un banquet. En vrai? Pas du tout. La société gauloise était hyper structurée. Tu avais des chefferies locales, dirigées par des chefs de clans ou de tribus, souvent issus de familles puissantes. Ces chefs n'étaient pas de simples guerriers costauds, mais aussi des diplomates, des stratèges. Leur rôle, c'était de maintenir les alliances, gérer les échanges, et bien sûr, organiser la défense. Et puis, il y avait les druides. Ah, les fameux druides, on les imagine toujours en train de couper du buis avec une faucille en or au milieu d'un chêne, un peu perché, genre Panoramix version chaman. Mais en vrai, leur rôle allait bien plus loin. Les druides étaient à la fois les prêtres, les juges, les médecins, les savants. C'étaient eux qui détenaient le savoir, la mémoire collective, les traditions religieuses et même la loi. Et détail intéressant, ils n'écrivaient pas leur savoir, tout passait par l'oral. Des années et des années d'apprentissage pour mémoriser, imagine la discipline. À côté de ça, tu avais aussi une classe de guerriers, parce que oui, la guerre faisait partie intégrante de la vie des tribus. Mais attention, c'était pas juste des bourrins. Les guerriers gaulois impressionnaient tellement les Romains qu'ils en ont engagé plein comme mercenaires. Leur réputation de combattants féroces n'était pas un mythe. Et puis, évidemment, les artisans et les paysans formaient la base de la société. Forgerons, potiers, tisserands, leur production était non seulement utilisée localement, mais aussi échangée à grande échelle. Bref, chaque pièce du puzzle avait sa place. Pas vraiment l'anarchie qu'on croit, hein? Sac à argent des commerçants connectés au monde. Et là, accroche-toi. Parce qu'on a tendance à imaginer les Gaulois comme isolés dans leur forêt, coupés du reste du monde. Tu sais, un peu comme si la Gaule, c'était la zone blanche de l'Antiquité. Eh bien, c'est tout l'inverse. Les Gaulois commerçaient énormément, et pas qu'entre eux. Ils avaient des échanges avec la Méditerranée, et notamment avec les Grecs et plus tard les Romains. On a retrouvé dans leurs habitats des amphores remplis de vins italiens, des bijoux, des monnaies venues de loin. Ça veut dire qu'ils participaient déjà à une sorte de mondialisation antique. Et attention, on parle pas de petites roques à la sauvette. Non, non. Les Gaulois avaient de vraies routes commerciales, fluviales notamment, la Seine, la Loire, le Rhône, tout ça servait de grandes autoroutes pour transporter marchandises et richesses. Ce qui est fou, c'est qu'ils avaient même leur propre monnaie. Des pièces d'or, d'argent, de bronze, frappées avec des symboles locaux. Donc la prochaine fois qu'on te dit les Gaulois étaient des barbares, rappelle-toi qu'ils avaient déjà un système monétaire bien avant que certains peuples voisins ne s'y mettent. Marteau et piolette, des savoir-faire impressionnants. Alors là, on rentre dans un domaine où franchement, j'ai pris une petite claque. Parce que niveau savoir technique, les Gaulois n'avaient rien à envier à personne. Déjà, la métallurgie. Ils excellaient dans le travail du fer. Leurs armes, leurs outils, leurs bijoux, tout ça demandait une maîtrise de la forge exceptionnelle. Même les Romains reconnaissaient leur savoir-faire. Certains historiens estiment que les Gaulois avaient même un temps d'avance dans certaines techniques. Et puis, l'agriculture. Non seulement ils cultivaient des céréales, blé, orge, avoine, mais ils savaient aussi optimiser les sols, développer des outils agricoles performants, et même stocker leurs récoltes dans des silos souterrains. Pas mal pour des barbares, non? On a aussi retrouvé des tonneaux en bois inventés par les Gaulois, qui servaient à transporter du vin. Les Romains eux-mêmes ont adopté cette technique, tellement elle était pratique. Comme quoi, même les civilisés copiaient sur les sauvages. Bon, parlons franchement. Quand on pense aux Gaulois, qu'est-ce qui nous vient direct en tête? Allez, je te vois sourire déjà. Un petit village paumé au fin fond de la Gaule, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Des moustachus têtus, un gros balèze qui tombe dans une marmite de potions magiques, et, évidemment, des festins de sangliers qui finissent en rigolade. Voilà. Astérix, Obélix, et hop, on croit avoir cerné tout un peuple. Sauf que, attends 2 secondes. Et si, tout ça, c'était du cinéma? Enfin, de la BD, du dessin animé, du mythe quoi. Et si tout ce que tu croyais savoir sur les Gaulois, était faux? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de l'aimer, car cela nous donne une grande motivation pour continuer à partager du contenu bénéfique. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et profitez de la vidéo. Ouais. Faux. Et là tu vas me dire, oh mais attends, c'est pas grave, c'est juste une bande dessinée. On s'en fout un peu que ce soit vrai ou pas, non? Eh ben non. Parce qu'en fait, l'image qu'on a de nos ancêtres, elle influence notre manière de voir l'histoire, et même notre identité. Et crois-moi, les Gaulois méritent mieux qu'un gros cliché moustachu avec un casque à ailettes. Tiens, parlons-en de ce fameux casque ailé. Dis-moi la vérité, tu imagines pas direct Obélix en train de courir,
son casque qui tient miraculeusement en place pendant qu'il porte un menhir? Alors qu'en vrai, aucun Gaulois ne portait ça. Mais genre zéro. Nada. Les archéologues l'ont cherché partout, ils ont rien trouvé. Résultat? On a des générations entières qui s'imaginent les Gaulois comme des Vikings Disney, avec des plumes qui flottent au vent. Et le sanglier? Ah, le sanglier. Je t'avoue, petit, j'étais convaincu que les Gaulois passaient leur vie à en chasser. Comme si chaque repas était un banquet géant avec 12 sangliers rôtis au feu de bois. Tu parles. Dans la réalité, ils mangeaient comme tout le monde à l'époque, du pain, des légumes, des céréales, un peu de viande quand c'était possible. Bref, pas vraiment la carte d'un banquet d'Astérix. Mais, et c'est ça qui est incroyable, malgré toutes ces erreurs, malgré toutes ces caricatures, Astérix et Obélix ont façonné notre mémoire collective. Pense à ça, c'est une des BD les plus traduites au monde. Les Américains, les Japonais, les Allemands, tout le monde connaît Astérix. Et du coup, tout le monde croit connaître les Gaulois. Alors qu'en réalité, derrière la potion magique, derrière les baffes aux Romains, se cache une histoire bien plus riche, bien plus surprenante, et, soyons honnêtes, bien plus sérieuse. Mais attention, je vais pas te faire un cours poussiéreux façon prof d'histoire ennuyeux. Non. On va plonger ensemble, tranquillement, dans le vrai monde des Gaulois. Et tu vas voir, ça va être beaucoup plus passionnant que ce que t'imaginais. Parce qu'ils avaient une vie complexe, une culture riche, des savoirs techniques qui feraient pâlir d'envie pas mal de civilisations voisines. Et crois-moi, quand tu vas découvrir ça, tu vas regarder Astérix avec un autre œil. Alors prépare-toi. Parce qu'à partir de maintenant, on range les casques à ailes, les festins de sangliers et la potion magique, et on va parler de la vraie Gaule. La Gaule des tribus, des artisans, des druides, et des vrais combats face à Rome. Et, honnêtement, tu vas voir, ça va te retourner un peu le cerveau. Les clichés véhiculés par Astérix, et joyeusement exagérés. Ah, Astérix. La bande dessinée qui a façonné, pour des générations entières, une vision très personnelle de la Gaule antique. Grâce à elle, tout le monde sait comment vivaient nos ancêtres les Gaulois. Enfin, disons plutôt qu'on a gobé sans broncher une série de clichés, servis avec plus de potions magiques que de rigueur historique. En voici un petit florilège. 1. Les Gaulois ne mangeaient qu'un seul plat, le sanglier rôti. Dans Astérix, pas de menu varié, pas de potage, pas de légumes, pensez-vous, trop moderne. Non, chez les Gaulois, on croque du sanglier matin, midi et soir. Cru, cuit, braisé, flambé, en brochette, en gigot, en carpaccio, sauf pour Obélix, qui préfère la pièce entière. À croire que les forêts de l'époque étaient peuplées uniquement de sangliers suicidaires qui se jetaient directement dans les marmites. On se demande encore comment ils ont pu survivre sans tartiflette ni kebab. 2. Tous les Gaulois vivaient dans un seul et unique village. Le reste du territoire? Apparemment désert. Pas une cabane, pas un voisin, rien. La Gaule se résumait à un village entouré de palissades en bois, perché en forêt, où vivaient à peu près 30 personnes, qui passaient leur temps à boire, se battre et manger du cochon sauvage. C'est tout. L'INSEE de l'époque aurait eu la vie facile, recensement terminé en 10 minutes. 3. La potion magique, la clé de toute civilisation. Chez nous, on invente l'électricité, Internet ou la pénicilline. Les Gaulois, eux, avaient mieux, une boisson louche à base d'herbe, préparée dans une marmite géante par un vieux druide qui ressemblait à un grand-père en peignoir. Et grâce à ça, ils tapaient sur des légionnaires romains comme on tape sur des quilles de bowling. Imagine un pays entier qui dépend de la soupe d'un seul papy barbu. Pas d'usine, pas d'armée, juste Panoramix et sa casserole. Niveau stratégie militaire, on repassera. 4. Tout le monde portait des casques à ailes. D'après Astérix, le Gaulois typique sortait de chez lui coiffé comme un figurant d'opéra wagnérien. Casque en métal avec 2 ailes ridicules qui auraient fait décoller un pigeon. Pratique pour l'aérodynamisme, et parfait pour se faire repérer en forêt. En vrai, les archéologues n'ont jamais trouvé un seul casque et les Gaulois. Mais bon, ça fait plus mythique que le bonnet en laine tricoté par mamie. 5. Les Gaulois passaient leur temps à casser la figure aux Romains. Un détail, la Gaule a effectivement été conquise par Rome. Mais chut. Dans Astérix, non seulement ils résistent encore et toujours, mais en plus, ils s'amusent à tabasser des cohortes entières à main nue, sans jamais perdre. Imagine une armée de César qui se déplace juste pour servir de punching ball à un village de 30 personnes. Ça ressemble plus à une tournée annuelle de cirque qu'à une conquête militaire. 6. César n'avait qu'une obsession, un petit village breton perdu. L'Empire romain s'étendait de l'Angleterre à l'Égypte, mais apparemment, Jules César avait des insomnies à cause de 30 clampins en bray au fin fond de la Gaule. Son empire comptait des millions de sujets, mais non, il fallait envoyer 50 légions et construire 3 camps retranchés autour d'un seul village paumé. Sérieusement, Jules, t'avais pas mieux à faire? Comme écrire ton de Bello Gallico ou vérifier tes impôts fonciers? 7. Tous les Gaulois étaient des bagarreurs invétérés.
Pas de débat philosophique, pas de poésie, pas de théâtre. Non. Chez les Gaulois, tout se réglait par une bagarre générale. On se disputait? Bagarre. On discutait politique? Bagarre. On avait fini le banquet? Rebagarre. Le premier sport national, avant le foot, c'était donc la mêlée générale avec chope de cervoise en prime. Et comme par hasard, personne ne mourait jamais. Juste quelques bosses et des étoiles qui tournent autour de la tête. Bien sûr, il y a encore des révoltes, des refus, des tensions. Mais globalement, la Gaule s'intègre. Tant et si bien qu'un jour, quelques siècles plus tard, un certain empereur romain viendra même de Gaule, Claude, né à Lyon. Et plus tard encore, les anciens Gaulois seront tellement intégrés qu'ils deviendront eux-mêmes des Romains à part entière. Derrière le mythe, une histoire humaine. Alors, que reste-t-il du petit village d'Astérix? Eh bien, une métaphore. L'idée que face à un empire immense, il y a toujours un endroit qui résiste. C'est poétique, c'est drôle, ça nous fait rire autour d'un banquet de sangliers. Mais l'histoire réelle est plus complexe, plus nuancée, plus humaine. Il y a ces tribus qui ont choisi Rome, ces chefs qui ont vu plus loin que la guerre, ces enfants qui ont grandi dans un monde où deux cultures se mélangeaient. Et il y a Vercingétorix, pas un colosse invincible, mais un homme qui a tenté l'impossible et qui, en échouant, a gravé son nom dans la mémoire. Épilogue imaginaire. Revenons à ce gamin gaulois, celui qui entendait les tambours des légions. Des années plus tard, devenu vieil homme, il racontera à ses petits-enfants comment Rome est arrivée. Il leur dira la peur, les batailles, la faim à Alésia. Mais il leur dira aussi les routes nouvelles, les marchés où l'on vendait du vin venu d'Italie, les mots latins qui s'étaient glissés dans sa langue. Peut-être qu'au fond de lui, il aura encore la nostalgie d'un monde ancien. Mais il saura aussi qu'un autre monde est né, où la Gaule et Rome se sont mêlés pour donner naissance à une nouvelle histoire. Les Gaulois n'étaient pas seulement ces irréductibles qu'on aime imaginer. Ils étaient multiples, divisés, capables de résister, mais aussi de s'adapter et d'innover. La conquête romaine ne fut pas une simple bagarre de taverne, mais une guerre immense qui changea le visage de l'Europe. Et si aujourd'hui nous sourions devant les baves d'Obélix, n'oublions pas que derrière le mythe, il y a eu des drames, des choix, des héros et des compromis. Bref, une vraie histoire humaine, bien plus riche qu'un banquet de sangliers. Ce qu'Astérix a changé dans notre vision. Alors là, faut qu'on en parle sérieusement. Parce qu'on a beau dire, oui, les vrais Gaulois étaient comme ci, comme ça, mais soyons honnêtes, quand on dit Gaulois, l'image qui surgit direct dans nos têtes, c'est pas un archéologue avec une pioche. C'est Astérix. C'est Obélix. C'est ce petit village qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, avec son barde attaché à un arbre pendant le banquet final. Et tu sais quoi? C'est normal. Parce que Astérix, c'est pas juste une bande dessinée. C'est un monument culturel. Globe sur la zone Europe-Amérique à succès planétaire. Astérix, c'est la BD française la plus traduite au monde. Plus de 100 langues et dialectes. Les albums se vendent par millions, les films d'animation et les adaptations ciné tournent à la télé depuis des décennies, et le parc Astérix attire chaque année des millions de visiteurs. Bref, Astérix, c'est un mastodonte. Et surtout, c'est une histoire qui parle à tout le monde. L'humour est universel. Tu prends les Romains ridiculisés, les Gaulois débrouillards, les baffes monumentales distribuées à tour de bras, franchement, que tu sois en France, au Brésil ou au Japon, ça marche. C'est même devenu une sorte de carte de visite de la France. Un Américain qui connaît rien à l'histoire européenne? Il connaît Astérix. Un Japonais qui n'a jamais mis les pieds en Europe? Pareil. Astérix est devenu, sans qu'on s'en rende compte, le visage officiel des Gaulois dans l'imaginaire collectif. Une vraie fierté française. Et avouons-le, pour nous, Français, Astérix est une fierté nationale. C'est un peu notre héros, notre petit qui résiste au grand. Il incarne cette idée qu'on aime bien, le courage du faible face à l'envahisseur tout-puissant. Et ça nous parle direct, surtout avec notre histoire marquée par des guerres, des résistances, des révoltes. Perso, je me rappelle gamin, quand je lisais Astérix, j'avais l'impression qu'on avait vraiment été ce peuple invincible. Que les Romains avaient jamais réussi à nous soumettre. Que grâce à un peu de malice et une bonne potion magique, on tenait tête au plus grand empire du monde. Ça faisait du bien à l'ego, ah. Et encore aujourd'hui, quand tu vois Astérix brandi comme symbole culturel, tu sens qu'il y a une sorte de fierté tranquille. Comme si on disait, ouais, nous on n'a pas Superman ou Batman, mais on a Astérix. Et il démonte César sans problème. Larme de joie mais, à filtre déformant. Sauf que voilà, derrière la nostalgie, il faut être lucide. Astérix, c'est génial, c'est drôle, c'est tendre, mais c'est aussi une énorme caricature. Et ça a complètement brouillé notre vision des Gaulois. Parce que franchement, qui n'a jamais cru, au moins une fois, que les Gaulois passaient leur temps à manger du sanglier rôti? Qui n'a jamais pensé que les druides passaient leur vie à préparer des potions magiques dans des chaudrons?
Moi, je te jure, j'ai vraiment cru qu'ils buvaient tous de la potion magique. Mais genre, sérieusement. Et encore aujourd'hui, même en sachant que c'est faux, une partie de nous continue d'y croire un peu. Parce que ça fait partie de l'imaginaire collectif. La vérité, c'est que les Gaulois étaient beaucoup plus divers, beaucoup plus nuancés. Mais la BD a simplifié tout ça, un seul village, un seul ennemi, un seul mode de vie. Et hop, des générations entières ont retenu cette image. Palette d'artistes Astérix, miroir de son époque. Ce qui est faux aussi, c'est qu'Astérix ne parle pas seulement des Gaulois, il parle de nous, de notre époque, de notre manière de voir le monde. Quand Goscinny et Uderzo inventent Astérix en 1959, la France est en plein dans la reconstruction après la guerre, dans les 30 glorieuses. Et qu'est-ce qu'ils créent? Un petit village qui résiste à un empire. Une France qui tient tête aux géants. Tu vois l'idée? Et en plus, Astérix, c'est bourré de clins d'œil à la société moderne. Les Gaulois parlent comme des Français des années 60, les Romains se comportent comme des bureaucrates de la Ve République, et les voyages d'Astérix à travers le monde permettent de caricaturer chaque peuple visité. C'est de la satire, c'est brillant, mais évidemment, ça n'a plus grand-chose à voir avec les Gaulois réels. Bulle de pensée entre rêve et réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on doit jeter Astérix à la poubelle et dire circuler, c'est que de la fiction? Évidemment que non. Astérix, c'est une œuvre géniale, un bijou d'humour, d'intelligence et de créativité. Mais il faut juste, le replacer. Comprendre que derrière la potion magique, il y avait des hommes et des femmes bien réels, qui vivaient sans forcément distribuer des baffes à des légionnaires toutes les 5 minutes. Et puis, soyons honnêtes, on aime trop ces personnages pour s'en passer. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un copain comme Obélix? Qui n'a jamais eu envie de goûter la potion magique? Qui n'a jamais éclaté de rire devant Assurance Tourix ligotée au banquet? Astérix, c'est plus qu'une BD, c'est une Madeleine de Proust. On sait bien que c'est faux, mais on s'en fiche un peu. Parce que ça fait partie de nous. Étincelle ce qu'on retient vraiment. Au final, Astérix a changé notre vision des Gaulois à tout jamais. Oui, il a brouillé les cartes. Oui, il a transformé des peuples complexes en caricatures marrantes. Mais il nous a aussi donné une porte d'entrée vers l'histoire. Parce que, avoue-le, si on parle aujourd'hui des Gaulois, c'est aussi grâce. Tatouages, bijoux et style assumé. Alors là, prépare-toi à un choc. Parce que si tu t'attends à des Gaulois sales, échevelés, avec de la boue jusqu'aux genoux, c'est complètement faux. En vrai, les Gaulois étaient hyper soucieux de leur apparence. Ils se faisaient des tatouages, oui, bien avant que ça devienne tendance sur Instagram, portaient des bijoux en or et en bronze, et prenaient soin de leur chevelure. Les hommes utilisaient même de la chaux pour se décolorer les cheveux et les faire tenir droit, un peu comme du gel coiffant naturel. Imagine des crêtes blond platine avant l'heure. Les Romains, d'ailleurs, étaient partagés entre fascination et mépris. Ils trouvaient ça à la fois impressionnant et un peu sauvage. Mais il faut bien admettre, un guerrier gaulois, tatoué, les cheveux dressés par la chaux, avec un torque en or autour du cou, cette espèce de collier rigide qui symbolisait la puissance, ça devait en jeter grave. Franchement, si tu croises un type comme ça aujourd'hui dans la rue, tu penses direct à un métalleux, pas à un ancêtre moustachu. Article de fête des fêtes pas toujours très sages. Et puis évidemment, faut pas oublier un truc, les Gaulois savaient faire la fête. On en a des témoignages assez croustillants. Les banquets pouvaient durer des jours entiers. On y buvait, on y mangeait, on chantait, on dansait, et parfois, ça dégénérait un peu. Certains auteurs antiques racontent que les Gaulois pouvaient s'affronter dans des concours d'éloquence, mais aussi dans des duels improvisés, juste pour montrer qui était le plus fort. Et tu sais quoi? L'invité d'honneur pouvait se voir offrir la meilleure part du banquet. Genre la cuisse de sanglier géante, direct sur son assiette. Comme une récompense. Ça faisait un peu cérémonie, un peu spectacle. Bref, c'était pas juste des repassages. C'était des événements sociaux, des moments où on se montrait, où on affirmait son rang. En résumé, alors voilà. Les Gaulois, ils portaient des pantalons quand les Romains se baladaient en toge. Ils buvaient de la cervoise, mais rêvaient de vin italien hors de prix. Ils se tatouaient, portaient des bijoux, soignaient leur look comme des rockstars. Ils faisaient la fête jusqu'au bout de la nuit, entre concours de muscles et concours de paroles. Et franchement, si t'avais croisé un vrai Gaulois, t'aurais pas reconnu ton Astérix. Pas de casque ailé, pas de potion magique, pas de sanglier quotidien. Mais à la place, un peuple fier, stylé, et carrément surprenant. Et moi, honnêtement, plus j'apprends sur eux, plus je me dis, mais en fait, ces mecs-là auraient cartonné sur TikTok aujourd'hui. Astérix restera toujours dans nos cœurs. Ses baffes aux Romains, ses sangliers engloutis, ses banquets sous les étoiles, tout cela appartient désormais à la grande légende populaire. Mais il ne faut pas s'y tromper. Derrière l'humour, derrière la potion magique, il y a eu un peuple bien réel. Des hommes, des femmes, des enfants. Des vies.
des rêves, des luttes. Les Gaulois ne vivaient pas dans un village unique, perdu dans une clairière. Ils étaient innombrables, éclatés en une mosaïque de tribus au destin souvent divergents. Ils commerçaient, ils forgeaient, ils priaient, ils chantaient. Ils craignaient l'hiver et célébraient le retour du soleil. Ils se battaient entre eux autant qu'ils s'alliaient. Ils accueillaient parfois Rome, ils la repoussaient parfois, mais toujours ils tentaient de trouver leur chemin dans l'immense tourbillon de l'histoire. Il est facile de sourire en pensant à Obélix qui tombe dans la marmite, ou à César obsédé par une poignée de moustachus. Mais la vérité est plus poignante. Derrière les caricatures, il y avait des batailles terribles, comme celle d'Alésia, où des dizaines de milliers d'hommes, encerclés, ont vu s'écrouler le monde de leur père. Derrière les banquets joyeux, il y avait des familles qui enterraient leurs morts, des villages qui brûlaient, des enfants qui apprenaient une nouvelle langue imposée par Rome. Et pourtant, les Gaulois n'ont pas disparu. Ils se sont transformés. Ils se sont fondus dans l'Empire, puis dans d'autres vagues encore. Ils ont transmis des mots, des toponymes, des symboles, une certaine façon d'habiter la terre. On les retrouve dans le nom de nos villes, dans nos paysages, dans nos fêtes. Leur héritage est là, discret mais vibrant, comme une racine souterraine qui continue d'alimenter le présent. Alors, que retenons-nous aujourd'hui? Que la mémoire n'est pas une caricature figée, mais une matière vivante. Que l'histoire n'est pas une bande dessinée en noir et blanc, mais une fresque aux nuances infinies. Que derrière le mythe d'un petit village invincible se cache une réalité complexe, tragique et magnifique à la fois. En regardant les Gaulois autrement, nous apprenons aussi à regarder l'histoire autrement. Pas comme une suite de clichés, mais comme une rencontre d'hommes et de femmes, avec leur fragilité, leurs contradictions, leur grandeur. Ce n'est pas seulement le récit de conquête et de défaite, mais celui de métissage, de transmission, d'héritages invisibles. Astérix, finalement, n'a pas tort. Oui, il nous rappelle que l'esprit de résistance fait partie de nous. Mais l'histoire nous enseigne autre chose, que cet esprit n'est jamais simple, jamais pur, jamais figé. Il est fait d'adaptation, de compromis, de mémoire et d'oubli. Imagine maintenant un plan de cinéma. La caméra s'élève au-dessus d'une forêt ancienne, un village gaulois s'y devine, ses toits de chaume fumant dans la lumière. Les voix s'éteignent, les siècles passent. Le même lieu devient romain, médiéval, moderne. Et nous sommes là, héritiers de toutes ces strates, assis au même endroit, parlant une langue où résonnent encore quelques mots gaulois. Alors on comprend, le temps n'efface pas, il transforme. En fait, derrière la potion magique, derrière les casques ailés et les baffes aux légionnaires, il y avait un peuple bien réel. Un peuple qui a aimé, craint, espéré. Un peuple qui a rêvé d'avenir. Et si nous rions encore avec Astérix, c'est peut-être parce qu'au fond de nous, nous savons que ces Gaulois-là, avec leurs forces et leurs faiblesses, continuent de vivre en nous. L'histoire n'est pas une nostalgie figée ni un décor de bande dessinée. C'est une invitation. Une manière d'ouvrir les yeux sur ce que nous sommes, sur ce que nous portons. Les Gaulois n'étaient pas des irréductibles de papier, ils étaient des hommes et des femmes, et en les reconnaissant, c'est aussi une part de nous-mêmes que nous retrouvons. Alors, quand vous relirez Astérix, souriez. Mais rappelez-vous aussi qu'au-delà de la blague, il y avait un monde immense, plein de musique, de symboles et de rêves. Et qu'en vérité, ce monde-là ne nous a jamais quittés.